Ah, comme je m'en doutais, le soufflet retombe un petit peu, hein. Oui, j'avais des appréhensions concernant ce conflit à venir entre Cersei et Daenerys et le petit conflit autour du fait que Jon est techniquement le souverain légitime, tout ça, et c'est ces trucs-là qui me posent le plus problème. Après, le reste, tout ce qui est à côté est très bon, et je vais en parler tout de suite, puisque ça commence la première demi-heure sur quelque chose de très bien foutu, autour du fait que c'est l'après-combat. Et on va pas vaguement, rapidement résumer ça, quoi. On prend le temps de poser ça en une bonne demi-heure d'épisode, où d'abord on a la petite séance de deuil, où on voit tous ceux qui sont morts, et nos personnages survivants faire leur louange avant de les incinérer, un très bon moment. Et puis après, il y a le moment de célébration. C'est-à-dire, oui, on a survécu à tout ça, c'est incroyable. Et donc, tout le monde est un peu heureux, c'est le grand banquet, tout ça. Et on voit donc différents personnages interagir entre eux. Il y a un jeu de boissons entre Brienne, Podrick, Jaime et Tyrion qui est assez marrant. Et il y a un passage autour de Gendry qui est pas mal, parce que bon, déjà on le voit essayer de partir, quitter le banquet pour rejoindre Arya et se faire interpeller par Daenerys en disant oh, et au fait vous êtes le fils de Robert Baratheon, l'endroit qu'il garde, je sais plus, c'est à Calmy, un truc, je sais plus. Enfin, ben, l'endroit qu'il garde, c'est terres, quoi, il y a personne pour les diriger. Ben, ça va être vous maintenant. Je vous nomme, par mon pouvoir de future reine, souverain légitime du coin. Ouah, bravo, héros de guerre, tout ça, histoire de se mettre un petit peu dans la poche les gens. C'est-à-dire quoi? Montrer sa reconnaissance et se mettre un petit peu dans la poche les gens, une bonne petite manœuvre politique sympathique. Et oui, quoi, on le verra partir plus tard pour rejoindre Arya qui continue de s'entraîner dans son coin en essayant de la faire sienne, hein, si j'ose dire. C'est-à-dire que, ouais, avec leur séance de galipette avant le grand combat, il est tombé amoureux d'elle, il se dit, ah tiens, est-ce que tu voudrais pas être ma femme et tout, être une dame? Et elle se dit, non, t'es super génial, t'es super sympa, et une femme qui sera avec toi aurait tout le bonheur du monde, mais je ne suis pas une dame, je ne suis pas faite pour ça, donc... Voilà, c'est bien pour montrer que Arya a totalement dépassé ce stade de pouvoir vivre à fonder une famille un jour, quoi. Pour elle, seul compte le combat et la vengeance. Maintenant, à peu de choses près, enfin je sais pas, peut-être qu'à la fin ça changera un petit peu. Peut-être qu'elle reviendra sur sa décision à toute fin, sait-on jamais. Et ouais, c'est bien appuyé le personnage d'Arya, le personnage de Gendry, pour qui c'est un peu la fin. Il me semble bien, hein, ouais, on le reverra plus celui-là. Il y a alors pas mal de personnages pour lesquels je sens qu'ils n'ont plus prévu grand-chose, quoi. Donc ça va être un petit peu les au revoir aux personnages, peut-être qu'on les reverra rapidement en épilogue à la fin, ils vont dire voilà comment ils ont fini, mais je pense qu'ils n'ont plus aucun rôle à jouer, cela. Et Gendry, c'est terminé. Ça va être le cas d'autres personnages. Tormund aussi, ça va être terminé, puisque voilà, il se rend compte que Brienne n'est pas vraiment amoureuse de lui et on passe plus pour un certain autre mec qui s'appelle Jamie et donc se dit ah, tant pis pour moi, ça me fait chier, mais bon, il se console avec une autre fille et se dit bon, maintenant que c'est fini, maintenant que c'est fait, on va pas tarder à repartir vers le nord, là où sont nos terres, où c'est beaucoup plus vaste et spacieux en attendant que l'hiver se passe. Un hiver qui, honnêtement, une fois de plus, se ressent à peine par rapport à d'habitude, mais merde. Et ouais, quoi, c'est des au revoir à John, quoi. Hein, on le voit célébrer la victoire avec tout le monde, et à la fin, ben, au revoir à John, il peut pas être avec la femme pour qui il a eu le béguin durant les 2 dernières saisons. Et voilà, il repart, il va pas tarder à repartir. D'ailleurs, oui, j'en ai pas parlé, mais le loup fantôme n'est pas mort dans l'épisode précédent. Oui, on le voit aux funérailles de début d'épisode. Et ouais, il va partir avec les sauvageons aussi, le peuple libre. Il aura servi à que dalle durant les 4 dernières saisons, ce loup. Hein. Genre, la dernière fois qu'il a eu un tout petit peu d'utilité, c'est, il me semble, lors du combat de la garde contre les sauvageons, quoi, contre Tormund et Ygritte. C'est vous dire, hein, je sais pas à quel autre moment il a eu un impact un tant soit peu notable. Et encore, je dis ça, même lors du combat contre Ygritte et Tormund, il y a eu quelques petits moments comme ça, histoire de dire, hein. C'était pas non plus, ouh. Vous les exploitez tellement peu
ces loups, c'est tellement sous-exploité, c'est vraiment dommage. Mais bon, là, c'est la fin pour Fantôme. Apparemment, c'est aussi la fin pour Sam et Vert. Semble-t-il, hein, puisque va y avoir donc toute une expédition qui va partir pour le grand combat, j'en parlerai ça. Et ouais, Sam et Vert, ben, ils vont rester un petit peu dans le coin à se la couler douce. Maintenant que Vert attend un autre enfant, hein, cette fois c'est vraiment l'enfant de Sam et pas l'enfant de son père. Donc ouais, apparemment il est parti pour fonder une famille calme, posée et tout, et c'est super pour lui. Il a participé jusqu'à la fin dans cette guerre contre les zombies, les marcheurs blancs, et maintenant il n'a plus rien à porter, c'est fini pour lui. Voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça, de moments où ça se termine un peu pour les personnages, et pas pour d'autres. Hein, bien entendu, il y en a pour certains pour lesquels ça va continuer un petit peu, notamment Sandor, qui a toujours quelque chose sur le feu, si vous me permettez l'expression. En voulant se venger de son frère, il a toujours cette espèce de ressenti de vouloir à fond se venger de son frère, la montagne, j'oublie toujours le prénom, c'est la montagne, je dis toujours ça. Et voilà, on sent qu'il affiche encore ça, et donc il est toujours pas satisfait après ce combat. Il y a Arya aussi qui a pas terminé sa vengeance, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui la tient encore. Et ouais, il y aura un moment assez fort entre ces deux-là après le petit moment de calme de célébration où tous deux partiront direction Port-Réal pour assouvir la fin de leur vengeance, hein. Clairement, Sandor pour tuer son frère et Arya pour tuer Cersei. Alors, je sais pas trop si Arya va vraiment tuer Cersei, puisque tout le monde veut un petit peu la tuer depuis quelques temps, surtout avec ce qui va se passer, tout le monde veut la buter, hein, Cersei. Mais ouais, c'est intéressant, hein. Je comprends pas pourquoi ils participent pas directement à l'effort de guerre en suivant tout le monde, ils veulent y aller, j'imagine, en mode furtif. Peut-être que ça marchera mieux, sait-on jamais. Et sinon, ouais, de l'autre côté, il y a Jaime et Brienne qui concrétisent enfin. Et ouais, après donc leur séance de jeu à boire là qu'on avait vu à la fin de la saison 1, hein, c'était un petit peu le truc de Tyrion qu'on remet ça sur le tapis. Et ben, il y a Brienne qui revient dans ses appartements, Jaime qui vient la voir, et enfin, au bout du compte, ça se concrétise, hein, ils finissent par le faire. Voilà, dans un moment plutôt joli, je trouve. Et est-ce que j'en ai oublié? Sans doute. Bien entendu, il y a toute cette petite tension entre Sansa, Jon et Daenerys. Daenerys qui a un petit peu peur pour son statut maintenant qu'elle sait pour Jon. Jon qui essaye de se montrer humble et tout, mais qui sait qu'il a beaucoup de poids sur les épaules. Et Sansa qui a toujours des doutes concernant Daenerys et ce qu'elle peut faire. Voilà, donc ce qui amènera à certaines conversations, hein, une conversation entre Jon et Daenerys, où celle-ci montre une fois de plus qu'elle est plus si sympa qu'au début, en disant ouais s'il te plaît ne dis à personne, même si Jon dit ouais je te jure allégeance, je ne ferai jamais en sorte que tu en pâtisses, oui mais il faut pas que les gens le sachent, alors s'il te plaît ne dis à personne, tout ça, ouais. C'est très particulier et à nouveau c'est chiant par rapport à un certain point sur lequel je reviendrai au bout d'un moment. Mais voilà, c'est histoire d'appuyer un petit peu que Daenerys a ce côté instinct de conservation qui prime un petit peu sur le côté moral. Voilà, c'est un peu ça que ça veut appuyer et je pense qu'il n'y a pas besoin de ça. En tout cas, ouais, ça amène une espèce de tension. Parce que ouais, Jon Snow se dit on doit faire sans. On doit faire sans ça, on doit continuer comme si de rien n'était, quoi. Et même si on apprenait ça, je dirais que je te vois les gens, c'est tout. Même si ça s'apprenait, ben, les gens voudront plus Jon que Daenerys comme roi, parce que société patriarcale, tout ça. Encore que, même pas. Je plaisante, hein. C'était le détail à la con, mais ouais, c'est quand même patriarcal, hein, comme société, hein, nous sommes d'accord. Oui, les hommes sont plus mis en avant que les femmes, hein. Je parle de cette époque-là, hein. Ne me lancez pas sur un débat par rapport à maintenant. Le fait est que c'est ça appuie de façon un peu grossière que Daenerys veut vraiment se conserver à son pouvoir, etc., alors que ça ne servait à rien.
parce que juste après, on voit une scène que j'ai trouvée intéressante autour des plans pour la suite. Maintenant qu'on a tué l'armée des morts, il faut s'occuper un petit peu de Cersei, c'est ça le grand combat final. Et ouais, je vous cache pas que ça n'a pas autant de peps, autant de panache que si ça avait été l'inverse, que si le dernier combat ça avait été contre les marcheurs blancs. Je vous cache pas que ça fait souffler qui retombe, quoi. Après ce grand combat dantesque des vivants contre les morts, tu dois un autre combat pour le pouvoir entre une garce et une femme un petit peu moins garce, mais qui perd un petit peu la tête. Et ouais, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que il y a un effet. Il y a un effet perte. Voilà, il y a un effet perte qui se ressent. Mais bon, je vais pas trop m'apesantir là-dessus. Le fait est que, après ce qui s'est passé, ils n'ont plus que la moitié de leurs troupes. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh! C'est déjà bien, hein, avec ce qui a été montré, je craignais que c'était beaucoup plus que ça qu'ils avaient perdu. Mais seulement la moitié de perdu, ça va, ça aurait pu être pire. Et ouais, cela dit, maintenant que Daenerys a moins d'armée et que Cersei s'est renforcée avec une autre armée, il faut prévoir un nouveau plan, et ce nouveau plan, c'est l'ancien plan. Alors là, c'est le truc que j'ai trouvé très con, je vous cache pas. Mais voilà quoi, avec l'armée du Nord en sous-nombre et l'armée de Daenerys qui est donc réduite de moitié, tout ça, on va suivre le même plan qui était prévu dans la saison 7. On va encercler Port-Réal et donc les affamer un petit peu et faire comprendre au peuple que c'est Cersei qu'on attaque et pas eux. Voilà. Même si il y a un commentaire que j'ai lu là-dessus qui est assez intéressant. C'est que, ouais, si on affame une cité, le premier qui va en pâtir, c'est le peuple. Et les hauts gradés, les soldats, etc., ce seront les derniers à pâtir du manque de nourriture. Ce qui est pas faux, seulement... Le but de la chose, quand même, je pense, c'est de soulever le peuple contre ses dirigeants. Et le peuple, qui est, comme on l'a vu à plusieurs reprises, très girouette, aura tendance à se soulever contre les dirigeants qui ne pensent pas à eux et se soucient de leur confort en premier. Hein, voilà, ça me paraît un petit peu une manœuvre intéressante et plus intelligente que de bêtement attaquer direct le peuple comme ça. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais oui, c'est dans cette situation-là, il n'y a pas des masses de possibilités. C'est pour ça que le concept de base du siège ne m'avait pas du tout paru stupide quand ça avait été proposé. Le fait est que c'était un problème dans le sens où Tyrion n'avait pas du tout prévu une contre-offensive ou une défensive contre ça, quoi. Là, c'est vrai que c'était un petit peu contre sa part. Et c'est la même chose ici. Je sais rien contre le principe, seulement ça sera pas super préparé. Surtout par rapport au fait que Sansa se dira, ah oui, c'est bien votre plan, mais ce serait bien de prévoir une petite période durant laquelle on pourrait se reposer après le grand combat qu'on a eu. Et Daenerys dit, non, non, je vous ai aidé avec mon armée, maintenant vous vous temporisez quand j'ai besoin de la vôtre, oh mais c'est très sympa, dites donc. Voilà, elle est très impatiente, et Jon Snow se range de son côté, ce qui déplaît un petit peu à ses sœurs. Ce qui amènera donc une petite discussion de famille où Jon Snow finira par accepter de révéler le secret à ses sœurs en les faisant promettre de ne rien dire. Et Sansa va très vite rompre cette promesse. Voilà, très sympa Sansa, je te jure que je vais rien dire à personne. Quelques heures plus tard, je le dis à Tyrion, hein. C'est très sympa ça. Mais ouais quoi, ça appuie quand même le fait que Daenerys est impatiente et dès lors qu'il y a quelque chose qui va en l'encontre un peu de ses décisions, elle se braque un petit peu. Depuis quelque temps, ça a vraiment tendance à être comme ça, depuis 3-4 saisons. Donc, ouais, c'est assez logique. En tout cas, ouais, Jon Snow finit par avouer ça à ses sœurs. Sansa finira par le dire à Tyrion alors qu'ils partiront combattre les armées de Cersei, à un Port-Réal, quoi. Hein, avant de partir, lorsque Tyrion lui dit « Ouais, est-ce que vous pourriez pas être un peu plus compréhensive envers Daenerys? Elle sera votre reine et je crois en son code moral. » Et c'est là que Sansa dit « Ah, et s'il y avait quelqu'un d'encore mieux qu'elle ?» Là qu'elle lui donc fait part de ce qu'elle sait par rapport... à Jon Snow, et donc il va y avoir une petite conversation. Il va y avoir pas mal de conversations autour de ça entre Tyrion et Varys.
Parce que voilà, on va se centrer un peu sur Varys aussi dans cette configuration-là, où Varys aura de plus en plus de doutes sur Daenerys et se dira qu'il y a peut-être moyen de partir sur quelque chose de mieux avec Jon Snow, ouais. Surtout que bon, les gens préfèrent avoir un roi mâle sur le trône, parce que bon, c'est une époque sexiste, une fois plus. Et c'est très intéressant comme concept, surtout par rapport à ce qui survient après. C'est-à-dire que, ouais, on en vient au gros souci de l'approche tactique contre Cersei, c'est que c'est pas particulièrement préparé. Genre, on se dirige tous en bateau vers Port-Réal et on n'a pas prévu particulièrement de défense précise. Ce qui fait que bon, on se fait laminer comme des merdes. Hein. Une partie de la troupe se fait avoir. Il y a un dragon de Daenerys qui se fait buter en 2-2. Mais genre en 2-2 quoi. Ah, elle survole le coin en suivant ses bateaux et tout d'un coup, paf, des tas de balistes tirent des flèches sur un des deux dragons et paf, il est mort. D'ailleurs, vu le nombre de balistes qu'il y avait, pourquoi ils n'en ont pas profité pour tirer sur les deux dragons en même temps, je ne sais pas trop, hein. C'est pas super tactique, mais bon, la baliste qui a tué le dragon, c'est celle de Euron. Ce mec doit avoir le deuxième compteur de mort après Jon Snow, je pense, dans la série. Un truc comme ça. Ce qui est assez dingue, hein, vu qu'il apparaît que depuis la saison 6. Hein. Mais punaise, il a tué des gens, hein. C'est des gens importants, je veux dire. Hein. Encore que, même des gens au sens général, il en a tué beaucoup aussi. Hein. Donc, waouh, très fort le gars, quoi. Mais ouais, quoi, la flotte de Euron est équipée de balistes pour tuer les dragons. Et donc, ouais, ils en ont tué un super rapidement, histoire de dire... Voilà. Ok. Et ouais, c'était un petit peu frustrant de voir ça, quoi. Lorsque un dragon était mort dans la saison précédente, ben, il y avait un poids autour de ça. Je suis désolé, hein. Il y a des gens qui aiment pas cet épisode, mais il y avait quand même un poids fort autour de ça. C'est sur cette signification, tout ça. Là, c'est juste, oh, paf, il est mort, et puis, oh, on est choqué de voir ça. J'imagine que c'est réaliste. On montre que une mort ça arrive très vite et donc des fois on n'a pas le temps de montrer ça dramatiquement. On va me rétorquer ça, je suis sûr en commentaire. Mais bon, ouais, ça n'a pas beaucoup de poids comme ça, le deuxième dragon est mort. Hein. Ok. Et donc il ne reste plus qu'un seul dragon. Et le reste de la flotte se fait laminer avec un coup de baliste par Euron et sa flotte aussi, quoi. Ils sont préparés à rien, quoi. Je veux dire, ouais, on y va, quoi, il n'y aura pas d'hostilité, etc. On se prépare à rien de particulier. Et voilà, la flotte se fait laminer, tout le monde finit à l'eau sur les récifs. Ouais, je sais pas combien sont morts ou je ne sais quoi. Et Missandei sera capturé hors champ. Parce que, je sais pas, il n'a pas pensé à veiller sur elle lors du naufrage vers Gris. Il a attendu d'être sur les récifs pour la voir. Cette scène est beaucoup trop rapide pour ce qu'elle représente. Parce que je comprends très bien le point de vue, l'approche de Cersei là-dedans. Hein, qui au passage, évidemment, fait passer l'enfant qu'elle a pour celui de Euron pour donner le change, hein, c'est logique. Ça, je le voyais venir, c'était évident. Et ouais, quoi, je comprends très bien son approche. C'est-à-dire que déjà, elle a rameuté tout le monde dans son palais, au contour de son palais, pour lui servir de bouclier, en leur faisant croire qu'elle les défendait. Ah, c'est très intelligent, c'est très astucieux de sa part, ce genre de manipulation. Et... elle a fait en sorte d'énerver Daenerys pour lui donner le mauvais rôle. Elle fait en sorte que Daenerys ait le plus possible le mauvais rôle aux yeux du peuple. Ce qui est logique et intelligent. Et donc l'un des trucs à faire pour ça, c'est de la mettre en rôle en la provoquant de ce genre de façon-là, quoi. En tuant un de ses dragons, parce que bon, hein, c'est pratique pour la guerre. Et surtout en capturant une de ses proches pour la mettre en rogne, hors d'elle. De façon à ce que, ouais, elle soit pas aussi réfléchie. C'est logique et intelligent de sa part. C'est intéressant, intelligent de jouer là-dessus. Ah, le problème, c'est que cette scène va trop vite. Genre, paf, le dragon meurt, en l'espace d'une minute, la flotte se fait décimer, et puis paf, Missandei est capturé. Hors champ, il a été capturé. Ok, merci. Vous auriez pas pu montrer ça de façon un peu moins flash, s'il vous plaît?
C'est le petit souci que j'ai avec ça. Mais bon, ouais, ça va amener à pas mal de conversations, de discussions autour entre Daenerys, Varys et Tyrion sur ce qu'il faut faire. Hein. Daenerys qui a un peu le soutien de Vergil pour attaquer directement le coin en se souciant à peine des gens qui y vivent. Donc oui, on va griller le château, on s'en fout maintenant. S'ils ont capturé Missandei et ils ont tué un de mes dragons, j'en ai plus rien à foutre. Voilà, Varys qui essaye du mieux qu'il peut de la raisonner en disant oui, vous m'avez dit de vous parler à chaque fois que je ne serai pas d'accord avec vous, là je suis pas d'accord avec vous, vous faites une erreur. Et elle se dit merde. Non, je t'écoute pas. Comme quoi, le discours qu'ils ont eu au début de la saison 7, ça n'a pas amené à grand chose apparemment. Ça- et elle atteint une espèce de point où c'est difficile de la raisonner. Et lorsque Tyrion propose de faire en sorte qu'elle demande à Cersei sa reddition de façon à ce qu'il n'y ait aucun mort, en ayant cette espèce de vague espoir que ça se passe, que ça puisse se régler sans heurte pour terminer, elle dirait, elle acceptera pas. Mais je vais essayer de tout faire en sorte pour qu'elle n'ait pas le beau rôle, quoi. Si je propose une solution pacifique pour qu'il n'y ait pas de mort, ça lui donnera moins bon rôle que ce qu'elle a, quoi. C'est logique. Et là, elle a plutôt raison, quoi. C'est Tyrion qui se berce un peu d'illusion, parce que oui, Tyrion, pour l'instant, il a aucune stratégie, quoi, le gars. C'est le mec qui réfléchit, qui essaie de voir comment bien se mettre le peuple du côté de là où il est, bien amener les choses, mais depuis pas mal de temps, il fait rien de tout ça, quoi. Il fait que réfléchir à la situation et se dire on est face à un choix. C'est plus ou moins ça, hein, Tyrion. Et donc, il y a un truc que je trouverais très bon à la fin, j'en parlerai à la fin, mais c'est vrai que il en est au stade où on n'en tire plus grand chose, Tyrion. On lui donne juste un conflit moral. Mais le côté stratégique qu'il avait, le côté finement pensé qu'il avait, je le recherche toujours. Je vous cache pas que je recherche toujours cette approche de prendre en siège le château sans rien pour se prémunir contre une quelconque défense par rapport à ça. C'est complètement con et il a pensé à rien pour essayer d'arranger ça. Par exemple, vous savez, ce genre de détails qui me gonfle de plus en plus autour de Tyrion. Mais bon, ça amène à cette espèce de doute qui commence à s'étendre de plus en plus chez Varys et Tyrion, surtout chez Varys qui se dit que plus ça va, plus Daenerys n'est pas à même de vraiment diriger le peuple. Parce que ouais, bon, elle serait sans doute meilleure que Cersei encore, mais elle commence à devenir de plus en plus vindicative et de moins en moins réfléchie. Et au bout du compte, on a peut-être fait une connerie en voulant se mettre de son côté. Vraiment la soutenir jusqu'au bout. Même si bon, ça a amené quand même à sauver le monde de l'attaque des zombies quand même. Ça a quand même bien aidé. Mais voilà, c'est compréhensible ce truc-là. Et ils remettent bien entendu Jon sur le tapis parce qu'il serait un meilleur candidat qu'elle. Et c'est là que je vais revenir sur ce détail qui me gonfle depuis deux saisons. Ça sert à rien que Jon soit un Targaryen. Ça sert à que dalle que Jon soit un Targaryen. Si vous mettez en place le fait que Daenerys est de plus en plus impulsive, a du mal à gérer vraiment le pouvoir et elle se croit trop, pète un peu plus haut que son cul par rapport à ce qu'elle représente, etc. Et oui, mettez-le en place, faites douter nos personnages et faites-les se dire si vraiment elle part en couille à ce point-là, s'il n'y a pas moyen de faire en sorte qu'elle soit la souveraine. On peut faire en sorte que le roi du Nord, celui qui a été élu par les gens du Nord, puisse prendre le pouvoir à sa place. Qu'est-ce qu'on en a à branler que ce soit un Targaryen? C'est quoi le délire? Qu'est-ce que ça change? Alors oui, on va parler du fait que les seigneurs verront plus de légitimité là-dedans. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à branler, les seigneurs? Ils suivent... Cersei, techniquement, a la légitimité, mais ils s'en branlent royalement de Cersei. La plupart en ont rien à foutre d'elle, veulent se barrer. La moitié des seigneurs ne veulent pas suivre Cersei dans le royaume des sept couronnes, alors qu'elle est à peu près aussi légitime.
Et d'autant plus que, ouais, elle a atteint sa légitimité grandement grâce au fait que les Targaryens sont vus comme des traîtres, surtout le roi fou qui a incendié le coin, hein, mais parce qu'on nous dit juste que cette guerre entre les Targaryens et les Baratheon, ça vient du fait que Robert Baratheon n'arrivait pas à accepter qu'une femme aime un autre que lui. Mon cul! Mon cul! Vous avez oublié l'histoire du roi fou, les gars? C'est rien, ça? Je veux bien croire que ça a joué un rôle. Le fait que Lyanna n'ait pas été avec Robert pour être avec l'autre Targaryen. Ok, je veux bien, mais quand même, je pense que le truc le plus important, c'est le roi Targaryen qui a incendié son peuple parce qu'il avait perdu les pédales. Je pense que c'est le plus important qui a fait que les gens se sont détachés des Targaryens et ont accepté de prendre quelqu'un d'autre comme roi. Alors à ce moment-là, si on a nos représentants légitimes du pouvoir, qui sont pas à même d'être au pouvoir, et qu'il y a quelqu'un qui a prouvé sa valeur, qui s'est fait élire roi du Nord, qui se met en avant pour dire tiens, je veux vous gouverner votre pays en étant plus sage que ces autres, je peux vous assurer que les seigneurs seront d'accord avec ça s'ils ont été d'accord avec Robert Baratheon, merde. C'est n'importe quoi, ça sert à rien. Ça sert à rien d'en faire un Targaryen, c'est du drame de merde. Ça me gonfle ça. Ça me gonfle ça. Vous voulez faire en sorte que Daenerys perde de payer? C'est cool, je suis pas du tout contre. Et ça amènera à ce que Jon Snow soit présagé pour être contre elle pour le trône. Ok, je veux bien, je suis pas contre l'idée, vraiment pas. Ça servait à rien d'en faire un Targaryen, à part inventer du drame de merde en plus. Donc ouais, hein, ça sert à que dalle. Je reste sur mes positions à ce niveau-là. Ça me gonfle d'insister sur cette merde pour créer une espèce de truc bizarroïde, genre ah, on s'aime mais on est du même sang, même si ça n'a jamais dérangé les Targaryens, mais merde, ça gêne quand même les gens. Ouais. Chiant ça, c'est vraiment chiant. Parce que, ouais, il y a du bon débat autour des possibilités, parce que voilà, il y a trois possibilités pour Tyrion et Varys. Soit c'est donc Daenerys qui prend les rênes du pouvoir, et donc elle sera trop colérique, trop vindicative, soit c'est Jon Snow, il sera beaucoup plus pondéré, et ça plaira plus aux gens, parce que c'est un mec, aussi, ils insistent un peu sur ce point-là, histoire de bien insister qu'on est dans une société patriarcale sur l'instant, et il y a Tyrion qui offre une autre alternative, et s'ils gouvernaient tous les deux, s'ils étaient mariés, et qui faisaient en sorte de se calmer l'un l'autre, de s'accomplir l'un l'autre, de s'équilibrer. Mais il y a Varys qui dit ouais, je pense qu'elle le mangerait en fait, et il pourrait pas gouverner de façon juste comme il le pourrait si c'est elle et qui veut à tout prix avoir le pouvoir. Ce qui est pas faux, quoi. Il y a ce genre de débat qui est intéressant. Et à nouveau, il n'y avait pas besoin d'en faire un Targaryen pour ça. Et c'est très intéressant à mettre en place. Le problème, c'est que c'est très rapide. Trop rapide. Il reste 2 épisodes maintenant. Et le conflit contre Cersei n'est pas fini. Donc, je sens que ça va être totalement expédié sur pas mal de points cette partie-là. Déjà qu'il y a des trucs qui ont évolué un peu trop vite dans cet épisode qui m'ont un peu gêné, hein. Comme je dis, la partie contre Euron, c'était... mais ouais, j'ai le sentiment que si vous voulez mettre en place ce conflit-là, ça aurait été plus fort de mettre en place ça un peu plus tôt et de faire durer ça plus de 3 épisodes. Bon, techniquement, ça correspond plus à 5-6 épisodes vu la durée, mais quand même... C'est un peu juste, ça va être un peu juste pour moi. Ah oui, j'ai failli oublier, il y a une scène avec Bronn. Alors, il a réussi à s'infiltrer à Winterfell sans se faire repérer parce que ma gueule. Et ouais, il arrive devant Jaime et Tyrion pile poil au moment où ils sont tous seuls dans une taverne. Ça tombe bien. Pour donc parler du contrat qu'il a eu avec leur sœur. Genre, j'en ai marre qu'on me promette des trucs comme ça. Votre sœur, je la vois mal gagner, mais si je tue de ses généraux, ça pourrait... Si je tue de généraux de Daenerys, ça pourrait l'aider. Donc, ouais, moi je veux bien être de votre côté, c'est-à-dire ne pas vous tuer parce que j'en ai ras le cul de participer au combat. Si vous me promettez mieux que ce qu'elle m'a promis, donc elle t'a promis vivre sec, on te promet au jardin, voilà.
Disparaît et j'espère que vous tiendrez votre promesse. Alors, je sais pas comment ça va se goupiller par la suite. Je vous cache pas que Bronn, j'ai énormément de mal à être pris dans son personnage, quoi. Autant dans la saison précédente, lorsqu'il luttait vaillamment lors du grand combat contre Daenerys et ses dragons, là, je me suis dit peut-être qu'on essaie de faire un petit peu évoluer quelque chose par rapport à ça, mais en fait non, quoi. Donc ouais, c'est juste un opportuniste qui se fait manipuler d'un camp et dans l'autre et c'est une merde, quoi. J'en sais rien. Est-ce qu'on va lui donner une conclusion par rapport à ça, j'imagine? Sans doute. Je, je maintiens ce que j'ai dit par rapport à ça. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus fort s'il avait eu sa conclusion dans la saison 4. Genre, ouais, il a été du côté de Tyrion pendant un long moment, mais il suit ses intérêts, et puis merci, au revoir. Maintenant, on fait plus appel à lui, et puis voilà. Parce que si c'est pour ce genre de délire, je vous jure, ça sert à rien, quoi. Ah, on lui a promis au jardin à la place, ben voilà, quoi, il participe pas. Ah, ça a apporté énormément de trucs. Alors bien entendu, il va y avoir une petite conclusion autour de lui, je suis sûr, hein. Quand ils auront gagné dans l'épisode suivant, je pense, il va se représenter et est-ce qu'on va accepter de lui donner au jardin ou pas? Est-ce qu'il va être tué ou pas? Est-ce que ça apporte? Je m'en fous, honnêtement. Ah, ça m'empête, quoi. Bronn, ça fait partie de ces personnages qui ont été trop étirés pour pas grand-chose. Dommage. Sinon aussi, j'ai oublié d'en parler également. Lorsque Jaime apprend la nouvelle de ce qui s'est passé, comme quoi Cersei a fait tuer un dragon de Daenerys et qu'elle a fait capturer Missandei, eh ben, il se dit, on dit de façon assez claire que c'est un peu foutu pour elle, que la solution pacifique, c'est mal barré. Hein, il y a Sansa qui dit ça, ouais, c'est assez mal barré, ça me paraît assez peu probable. Et donc, Jaime a un peu peur pour elle, se dit, il faut que je retourne à Port-Réal, tandis que Brienne essaye de l'en empêcher en disant, ah, tu n'as pas à sacrifier ta vie pour cette femme, je sais que tu es un homme bon. Et il y a Jaime qui appuie de façon claire les actes très répréhensibles qu'il a fait au nom de l'amour qu'il avait pour Cersei. Hein, c'est-à-dire qu'il a poussé un enfant d'une fenêtre, il a étranglé un de ses cousins, il a juré qu'il serait prêt à tuer n'importe qui, tout le monde, pour être avec sa sœur. Donc oui, j'apprécie que la série appuie ça, appuie le fait que Jaime n'a jamais été un enfant de cœur depuis le début. Hein. C'était quelqu'un de très d'assez vache, hein, dirait-on, pour rester poli, à ses débuts. Et je pense vraiment que c'est l'influence de Brienne qui l'a fait changer en mieux, qui l'a fait avoir des doutes sur sur qui il est et la moralité de ce qu'il doit faire. Et c'est très intéressant ça, j'apprécie ça. Et j'apprécie le fait que ça veuille montrer sa relation avec Cersei comme étant vraiment toxique. Et malgré tout le bien que lui apporte sa relation avec Brienne, et ça reste ancré en lui sa relation avec Cersei. Et donc en sachant qu'elle s'apprête à mourir très certainement, il peut pas se résoudre à ne pas y aller. Donc voilà, il finit par quitter Brienne, qui se retrouve seul à pleurer. L'homme qu'il aime, avec qui ça a commencé enfin à se concrétiser. Eh ben, ça n'a pas duré très longtemps, hein. Et voilà, c'était pas mal, quoi. C'était pas mal pour appuyer le personnage de Jaime. J'ai beaucoup apprécié cette scène. Cela dit, pour l'instant, on va donc se concentrer sur le conflit entre Cersei et Daenerys. Et Daenerys qui se pointe donc devant ce château. Alors que l'armée du Nord n'est pas encore arrivée. Ok, t'as pas attendu ça, très bien. Et donc, qui envoie à sa main demander la réédition de Cersei, tandis que la main de Cersei vient, Qyburn, vient demander la réédition de Daenerys, donc il y a une impasse. Il y a Tyrion qui vraiment est sans option et qui essaye de supplier une dernière fois sa sœur en se mettant devant elle en disant oui, je sais que tu penses pas au peuple parce que le peuple te déteste et tu le détestes et tout ça, mais pense à ton fils. Tu peux perdre ton trône, mais tu peux ne pas perdre la vie. Essaye de penser au bien de ton fils, mais malgré ses suppliques, Cersei n'écoute pas et finit par
exécuter Missandei, faire exécuter Missandei devant l'armée. Et donc, ouais, ça c'est la dernière goutte d'eau qui fera en sorte que Daenerys va pas y essayer d'y aller subtil. À nouveau, j'espère qu'on appuiera de façon claire que vraiment elle devient folle comme son père, quoi. Et que c'est pas juste un problème de comportement comme ça. J'espère vraiment qu'on le fera, quoi. Parce que si on le fait pas, ce serait un gros manque. Enfin bon, voilà, il y a des choses que j'ai bien appréciées. Le début était super, vraiment, cette espèce de suite au combat, un moment où on fait le deuil, où on montre nos personnages se réjouir d'avoir survécu à ça, c'était très bon. On fait des au revoir à certains personnages comme on le devrait un petit peu, quoi, on approche de la fin, donc c'est pas mal ça. On met en place des trucs intéressants comme Sandor et Arya qui n'ont pas encore fini leur quête de vengeance. C'est très intéressant ça. Le conflit autour de Jon Snow et Daenerys mis en place est pas mal du tout sur le principe, même si, je le dis, côté Jon Snow qui est un Targaryen en réalité, c'est de la merde pour moi, hein, ça apporte rien. Et ouais, il y a des trucs qui vont trop vite dans le conflit, quoi. À nouveau, une décision stupide, pas particulièrement réfléchie à l'avance de la part de Daenerys et Tyrion. Tyrion qui n'a pas prévu donc de plan à l'avance pour arriver à Port-Réal, se disent oui, on va faire le siège comme c'était prévu au début. Oh bah c'est dingue, ça se passe pas si bien que ça. Et ça va trop vite, certains trucs, comme quand ils se font battre rapidement comme ça. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Il y a pas mal de trucs qui sont très dommageables dans cet épisode qui empêchent vraiment de faire quelque chose de très bien foutu. J'adore le début. Il y a quelques idées, quelques moments que j'ai appréciés dans les deux autres tiers, mais c'est pas non plus extra dans l'exécution à ce niveau-là. Ça reste un épisode pas mal. Et il reste à voir comment ça va se passer par la suite. Je sens que l'épisode suivant, ça va être la fin du règne de Cersei. Ouais, ça me surprendrait que Cersei gagne, hein. Je vous cache pas. Mais bon, sait-on jamais, peut-être que Cersei va gagner. À bientôt pour l'épisode 5. Bye.